Tu es une honte, juste un ouvrier du bâtiment sans valeur, c'est ce qu'elle a crié devant ses amis, puis elle est partie en tenant la main d'un autre homme, après qu'il lui a proposé de la ramener dans sa toute dernière BMW. Alors cette nuit-là, j'ai fait ses valises sans dire un mot. Maintenant, elle pleure d'avoir perdu la vie que j'étais en train de construire, et moi, je ne daigne même plus la regarder. Salut Reddit, lecteur de l'ombre depuis longtemps, premier post aujourd'hui. Cette histoire me ronge depuis des semaines, et j'ai enfin décidé de la partager. Petite mise en garde, c'est long. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Tout ce que je vais raconter s'est déroulé sur une période de 7 ans, et ça ne s'est terminé que le mois dernier. Je suis encore en train de tout digérer, honnêtement. Pour situer le contexte, j'ai 35 ans, je suis un homme, et tout ce bazar a commencé quand j'en avais 28. La partie revanche est tellement satisfaisante que j'ai encore du mal à croire que c'est réellement arrivé. Prenez un café, car cette histoire va d'une humiliation totale à une observation directe de ce que le karma peut faire de plus juste et parfait. Sans trop en révéler, disons simplement que mon ex pensait passer d'un loser à quelqu'un de réellement ambitieux. 7 ans plus tard, ce même loser possède une entreprise qui vaut plusieurs millions, tandis qu'elle vit chez des proches et travaille dans un centre d'appel. Mais je vais trop vite. Je précise aussi, pour ceux qui diront que cela semble trop beau pour être vrai, que j'aimerais que ce soit de la fiction, mais malheureusement, j'ai vécu chaque moment douloureux, et finalement extraordinaire, de cette histoire. La vérité dépasse parfois la fiction. Voici donc comment tout s'est passé. Je vais commencer par vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi cette revanche est si savoureuse. J'ai grandi dans une famille ouvrière, où le travail dur n'était pas seulement encouragé, c'était une question de survie. Mon père a passé 30 ans comme charpentier syndiqué, commençant à 6 heures du matin chaque jour, peu importe la météo. Ma mère faisait des doubles horaires dans une usine d'emballage pour joindre les deux bouts, rentrant épuisée, mais sans jamais se plaindre. Ils n'ont jamais fait d'études supérieures, mais ils m'ont transmis quelque chose de bien plus précieux, la dignité du travail honnête et l'importance de construire quelque chose de ses propres mains. Mes parents étaient du genre à tout réparer eux-mêmes plutôt que de faire appel à des professionnels. Mon père m'a appris à me servir d'outils avant même que je sache bien faire du vélo. À 12 ans, je l'aidais déjà à construire des garages et à câbler des ateliers en sous-sol. Ma mère m'a montré comment budgétiser chaque dollar et épargner pour obtenir ce qu'on veut au lieu de s'endetter. Ces leçons allaient s'avérer plus précieuses que n'importe quel diplôme universitaire. Après le lycée, je suis allé directement dans la construction, non pas parce que je ne pouvais pas suivre à la fac, mais parce que j'aimais vraiment l'idée de créer quelque chose de permanent, qui me survivrait. J'ai commencé comme ouvrier général à 11 $ de l'heure, à balayer les chantiers et porter des matériaux pour des gars qui faisaient ça depuis avant ma naissance. Le travail était épuisant physiquement, mais j'étais ambitieux et avide d'apprendre tout ce que je pouvais. Les 2 premières années ont été très dures, je rentrais chez moi couvert de poussière et de béton, les mains en lambeaux à force de manipuler du fer à béton et du bois. Mais chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau, comment lire des plans, les procédures de sécurité, la différence entre un mur porteur et un mur de séparation. Les ouvriers expérimentés ont remarqué ma motivation, et ont commencé à m'enseigner des compétences plus avancées. J'ai gravi les échelons dans plusieurs métiers, passant 6 mois à apprendre la charpente, comment bâtir la structure d'une maison ou d'un bâtiment commercial, puis je suis passé à la pose de plaques de plâtre, où j'ai appris la précision et le souci du détail. J'ai fait un passage dans la plomberie, ce qui m'a enseigné la pression de l'eau et les systèmes d'évacuation, mais c'est dans l'électricité que j'ai trouvé ma vocation. Il y a quelque chose de fascinant dans les systèmes électriques. Ils sont invisibles mais absolument essentiels à la vie moderne. Une simple erreur peut causer un incendie ou une électrocution, ce qui exige une concentration totale et le respect strict des normes. J'adorais l'aspect résolution de problèmes, et le fait que l'électricité était à la fois un art et une science. À 25 ans, j'avais terminé mon apprentissage et obtenu ma licence de maître électricien. L'examen était brutal, 8 heures de questions techniques couvrant tout, du calcul de charge aux commandes de moteur. Quand je l'ai réussi du premier coup, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. Je gagnais 68 $ de l'heure en tant qu'indépendant, ce qui était excellent pour mon âge. Plus important encore, je me faisais un nom dans la communauté du bâtiment, pour la qualité de mon travail et ma fiabilité. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jessica. Elle avait 23 ans, travaillait comme réceptionniste dans un petit cabinet juridique, gagnant environ 32 000 $ par an. Il n'y a rien de mal à ce métier, mais elle semblait frustrée par sa situation financière. Elle vivait dans un minuscule appartement avec 2 colocataires et conduisait une vieille Honda Civic qui passait à peine le contrôle technique.
Ses prêts étudiants pour un diplôme en communication dévoraient presque tous ses revenus disponibles. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je venais tout juste de finaliser l'achat de ma première maison, une modeste maison de plein pied de 140 mètres carrés dans un quartier correct. Les anciens propriétaires étaient âgés et n'avaient rien rénové depuis les années 1980, ce qui la rendait abordable pour un électricien de 25 ans. Mais la structure était solide, de bonnes fondations, un toit relativement récent, un panneau électrique bien mis à la terre. Rien de luxueux, mais c'était à moi. 3 chambres, 2 salles de bain complètes, et un garage indépendant pour 2 voitures que j'ai immédiatement transformées en atelier. La maison avait besoin de rénovations esthétiques, mais c'était parfait pour moi. Je passais mes soirées et mes week-ends à tout moderniser systématiquement, nouveaux revêtements de sol stratifiés partout, cuisine moderne avec comptoir en granit que j'avais obtenu à prix de gros grâce à un ami entrepreneur, tout le câblage refait aux normes actuelles, et une terrasse en bois traité construite dans le jardin. Jessica semblait sincèrement impressionnée par tout cela. Au début de notre relation, elle racontait à ses amis qu'elle sortait avec un petit génie du bricolage, propriétaire de sa maison et capable de réparer tout ce qui tombait en panne. Elle adorait montrer les améliorations que je faisais et se vantait de ne plus avoir à payer de loyer quand elle a emménagé 6 mois plus tard. Ses amies étaient jalouses, elle avait trouvé un homme à la fois compétent et financièrement stable. Pendant les 2 premières années, tout était parfait entre nous. Elle contribuait à hauteur de 6 cents sur le paiement mensuel de $1850 de l'hypothèque, ce qui nous aidait financièrement tous les deux. Ça couvrait les charges et les courses, ce qui me permettait d'épargner sérieusement pour mes projets professionnels à long terme. Je mettais de côté presque $2800 par mois pour lancer ma propre entreprise d'électricité et j'avais déjà accumulé environ $42 000 en capital de démarrage. Le plan était détaillé et réaliste. J'avais étudié les exigences de licence pour devenir entrepreneur électricien, analysé le marché local, et identifié des opportunités dans la construction commerciale souvent ignorées par les grandes entreprises. Je prévoyais d'acheter un camion utilitaire, d'obtenir ma licence d'entrepreneur, d'acheter des outils professionnels de qualité, puis de commencer à soumissionner pour de petits projets commerciaux tout en maintenant quelques travaux résidentiels pour garantir un flux de trésorerie régulier. Jessica soutenait entièrement le projet. À l'époque, elle parlait avec enthousiasme de sa fierté d'être avec un entrepreneur, quelqu'un qui ne se contentait pas de travailler toute sa vie pour d'autres. Elle m'aidait même à faire des recherches sur les licences commerciales et les assurances nécessaires, restait éveillée tard pour organiser des documents et créer des tableaux Excel. Je pensais sincèrement que nous construisions un avenir ensemble, en équipe. Mais ensuite, quelque chose a changé, radicalement. Elle a été promue assistante de direction dans le cabinet juridique, ce qui était essentiellement le même poste de réceptionniste avec un titre plus prestigieux et une augmentation annuelle de $4000. Soudainement, elle s'est mise à suivre des blogueuses lifestyle sur les réseaux sociaux de manière obsessionnelle, et à épingler des photos de maisons de luxe et de voitures chères sur des tableaux Pinterest. Les commentaires sur notre maison de départ ont commencé peu après cette promotion. Les vrais problèmes sont apparus quand Madison, une amie d'université de Jessica, s'est fiancée à un banquier d'affaires qui gagnait très bien sa vie en ville. La bague de fiançailles de Madison était une monstruosité de 3 carats qui avait probablement coûté plus que ce que je gagnais en 8 mois de dur labeur. Elle était tellement énorme qu'elle paraissait ridicule à son doigt, mais Jessica était complètement hypnotisée par cette bague. Après cette fête de fiançailles, Jessica est devenue obsédée par les bagues et l'organisation de mariage, alors que je ne lui avais même pas encore demandé sa main et que nous n'avions jamais discuté sérieusement d'un calendrier pour nous marier. Elle a commencé à m'envoyer des liens vers des bagues de fiançailles coûtant entre $18 000 et $25 000, ce qui était une somme totalement folle pour un bijou. Quand j'essayais d'expliquer que nous pouvions acheter une voiture d'occasion décente pour ce prix-là, ou investir dans un bien immobilier, elle devenait maussade et faisait des remarques passives-agressives sur la valeur qu'elle avait et le fait de ne pas se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Elle me comparait constamment au fiancé de Madison, répétant sans arrêt qu'il n'avait pas hésité à investir dans leur relation et qu'il savait ce que signifiait réellement l'engagement. Les comparaisons sont devenues une habitude. Chaque conversation tournait d'une manière ou d'une autre autour de ce que le fiancé de Madison avait fait pour elle, comme lui offrir des cadeaux coûteux, l'emmener en vacances romantiques, ou la surprendre avec des gestes attentionnés qui, selon Jessica, prouvaient à quel point il était supérieur. Apparemment, je n'étais pas à la hauteur dans toutes les catégories, car je préférais épargner plutôt que de faire de grands gestes romantiques. Mais le vrai signal d'alarme, c'est la manière dont elle a commencé à parler de mon métier avec une gêne évidente. Au début, ce n'était que des suggestions subtiles pour élargir mes horizons ou envisager d'autres voies professionnelles plus stables. Puis c'est devenu des critiques directes sur le fait que les métiers manuels étaient trop physiques et limitaient mon potentiel à long terme.
Elle faisait des remarques comme quoi j'étais trop intelligent pour faire du travail manuel toute ma vie. Le pire, c'était son comportement en présence de ses collègues et de leur cercle social. Lors du barbecue d'été annuel du cabinet d'avocats, elle m'a présenté aux gens en disant « Tyler, il travaille dans le bâtiment », avec ce ton gêné, comme si elle avait honte d'être associée à moi. Quand on me demandait quel genre de travail je faisais dans la construction, je commençais à expliquer l'électricité, les projets commerciaux, mais elle changeait rapidement de sujet. Je remarquais qu'elle détournait les conversations dès que quelqu'un montrait un véritable intérêt pour mon métier. Si quelqu'un posait des questions sur un chantier sur lequel je travaillais, elle m'interrompait avec un « Oh, Tyler est toujours occupé avec ses trucs de boulot », et elle enchaînait immédiatement sur son travail ou les projets du week-end. On aurait dit qu'elle avait honte d'être avec quelqu'un qui travaillait de ses mains. C'est à ce moment qu'un nouveau collaborateur est arrivé au cabinet, un certain Derek, assistant juridique, qui avait un MBA obtenu dans une université d'État et conduisait une BMW série 3.0i en leasing, qu'il ne pouvait clairement pas se permettre vu son salaire. Il portait des costumes hors de prix, sûrement plus chers que le paiement mensuel de mon camion, et il parlait sans cesse de ses stratégies d'investissement. Apparemment, il venait d'une famille aisée, ses parents possédaient une maison de vacances à la montagne qu'il mentionnait en toute décontraction dans les conversations. Jessica a commencé à parler de Derek constamment. Derek est tellement motivé et ambitieux, disait-elle avec admiration. Il prévoit déjà de passer le ISAT l'année prochaine et de postuler dans des écoles de droit prestigieuses. Il sait exactement où il veut être dans 10 ans. Pendant ce temps, moi, je travaillais 55 heures par semaine, j'économisais chaque centime pour développer mon entreprise, je rénovais notre maison pendant mon temps libre, et elle osait appeler ce type un ambitieux, alors que c'était juste un gratte-papier trop payé. Les comparaisons entre Derek et moi sont devenues de plus en plus fréquentes, et de plus en plus blessantes. La voiture de Derek, les vêtements de Derek, les perspectives de carrière de Derek, les origines familiales de Derek, le niveau d'études de Derek. Elle a commencé à remettre en question ma vision à long terme, à me suggérer de voir plus grand pour mon avenir, au lieu de me contenter du simple métier d'électricien. Un soir, elle m'a carrément demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Derek. Il a de vraies ambitions, a-t-elle dit pendant qu'on dînait. Il ne se contente pas de faire du travail manuel toute sa vie. Tu ne veux pas quelque chose de plus professionnel, quelque chose qui fasse appel à ton intelligence plutôt qu'à tes mains. J'ai essayé de lui expliquer que l'électricité demandait justement de faire appel à sa tête en permanence, résoudre des problèmes complexes, lire des plans détaillés, calculer des charges électriques, rester à jour avec les normes en constante évolution. C'est un travail intellectuellement exigeant, qui demande une formation continue. Je lui ai parlé de mes projets d'entreprise, du fait que les métiers manuels qualifiés sont essentiels à la société, qu'ils sont bien rémunérés, et qu'il n'y a aucune honte à travailler avec ses mains. Mais elle avait déjà décidé que les métiers de bureau étaient, d'une façon ou d'une autre, supérieurs aux miens. Dans sa vision du monde, s'asseoir dans un bureau avec un costume était plus respectable que de construire l'infrastructure qui permet à ces bureaux de fonctionner. Elle ne comprenait pas que mon travail était à la fois intellectuellement stimulant et essentiel à la société moderne. Le dernier signe d'alerte, c'est quand elle a commencé à rentrer tard du travail plus souvent. Derek et moi travaillons sur une affaire très complexe, expliquait-elle en rentrant après 20 heures. Il m'apprend la recherche juridique et l'analyse de cas, c'est tellement stimulant de travailler avec quelqu'un qui comprend les concepts d'affaires complexes et sait les expliquer clairement. Elle rentrait enthousiaste, parlant de leur conversation, de leur pause déjeuner partagée, de l'intelligence de Derek et de tout ce qu'elle apprenait à ses côtés. Elle disait que Derek appréciait son intelligence et la traitait comme son égal intellectuel, contrairement à certains qui ne la voyaient que comme une jolie fille. Avec le recul, les sous-entendus étaient évidents. J'aurais dû comprendre qu'elle préparait déjà sa sortie. Mais je l'aimais et je pensais que nous pouvions surmonter ses doutes à propos de mon choix de carrière. Je n'avais aucune idée qu'elle me comparait activement à Derek, et qu'elle me trouvait inférieure dans toutes les catégories qui comptaient pour elle. J'ai été complètement pris de court par ce qui s'est passé ensuite. Le point de rupture est arrivé à la fête de fiançailles de Madison, 8 mois plus tard. Elle avait lieu dans un restaurant luxueux au centre-ville, le genre d'endroit où les entrées coûtent plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour leurs courses pendant une semaine, et où les cocktails étaient à 20 $. Jessica a insisté pour que nous y assistions et s'est acheté une nouvelle robe à 280 $, ce qui représentait plus que le paiement mensuel de mon camion. Je suis venu directement d'un gros chantier commercial, car Jessica disait qu'il était hors de question que nous arrivions en retard. Je m'étais nettoyé soigneusement et j'avais enfilé mes plus beaux vêtements, mais j'avais encore un peu de poussière de béton sous les ongles et des callosités sur les mains, à force de manipuler des conduits électriques et des boîtes de jonction toute la journée. Mes mains étaient tachées en permanence par des années de travail électrique,
des marques de métier qu'aucun lavage ne pouvait complètement effacer. Je pensais que ces gens pouvaient supporter de voir ce à quoi ressemble un vrai travail honnête. La fête était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. C'était une bande d'avocats et de gens de la finance essayant de se surpasser les uns les autres, tout le monde parlait de portefeuilles d'actions, de propriétés de vacances qu'ils envisageaient d'acheter, et des écoles privées où inscrire leurs futurs enfants, qu'ils n'avaient même pas encore. Les hommes portaient des costumes chers et des montres qui valaient plus que l'assurance annuelle de mon camion. Les femmes étaient habillées comme si elles assistaient à une avant-première sur tapis rouge, plutôt qu'à une simple fête de fiançailles. J'ai essayé de faire la conversation poliment, mais je me sentais complètement à côté de la plaque dans leur monde. Ces types n'avaient clairement jamais tenu un outil de leur vie et semblaient penser que le travail manuel était réservé aux gens malchanceux qui n'avaient pas eu de meilleures options. Quand j'ai parlé de mon chantier de rénovation dans un hôpital, un gars m'a répondu « Ah, c'est mignon », avec le même ton qu'on utiliserait pour commenter un dessin d'enfant. Environ 1 heure après le début de la fête, Jessica avait visiblement bu quelques verres et devenait bruyante avec le groupe d'amis de Madison. Elle jouait à un espèce de jeu étrange de comparaison, parlant des métiers et des salaires de leurs petits amis comme s'il s'agissait d'une compétition pour savoir qui avait décroché le partenaire le plus réussi. « Derek vient d'avoir une autre promotion », annonça fièrement Jessica au groupe. Il gagne maintenant 67 000 $ et son entreprise a des avantages incroyables. En plus, il prépare les examens d'entrée en école de droit et devrait intégrer un programme prestigieux d'ici 2 ans. L'une des femmes a poliment demandé ce que je faisais comme travail. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Jessica a sauté sur l'occasion avec une réponse qui m'a glacé le sang et noué l'estomac. « Oh, Tyler est juste un ouvrier du bâtiment, il fait des trucs d'électricité pour des bâtiments et des maisons. » Juste un ouvrier du bâtiment, comme si c'était quelque chose dont il fallait s'excuser ou avoir honte. « C'est vraiment cool en fait », a répondu la femme avec diplomatie, essayant de rester polie. « Mon oncle est électricien, il gagne très bien sa vie, il adore ce qu'il fait et dit que c'est toujours stimulant. » Oui enfin, Tyler n'a pas vraiment beaucoup d'ambition au-delà de ça, continua Jessica, sa voix devenant plus forte et plus méprisante. Certaines personnes sont juste contentes de rester dans le manuel toute leur vie je suppose. Derek, lui, sera avocat dans 3 ans et finira par devenir associé dans un grand cabinet. Toute la conversation s'est arrêtée net. Tout le monde me regardait, attendant de voir comment j'allais réagir après avoir été humilié et rabaissé publiquement par ma propre petite amie. J'ai regardé Jessica, cette femme que je soutenais financièrement depuis 3 ans, qui vivait dans la maison que j'avais achetée et rénovée, que j'avais l'intention de demander en mariage, et elle me regardait comme si j'étais quelque chose de gênant qu'elle devait justifier auprès de ses amis sophistiqués. Le silence s'est prolongé de manière inconfortable pendant que chacun digérait ce qui venait de se passer. Certains avaient l'air sincèrement gênés pour moi, d'autres semblaient curieux de voir comment ce drame allait évoluer. Jessica restait plantée là avec une expression de défi, comme si ce qu'elle venait de dire était parfaitement raisonnable. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas haussé la voix, je me suis simplement levé calmement, je l'ai tiré à l'écart dans un coin plus tranquille du restaurant et je lui ai dit à voix basse c'est terminé. Ne rentre pas ce soir, trouve un endroit où dormir. Tyler, ne sois pas si dramatique, chuchota-t-elle en levant les yeux au ciel. Je faisais juste la conversation aux gens, il n'y a rien de mal dans ce que tu fais. Tu m'as traité d'ouvrier sans valeur, sans ambition, devant une salle remplie d'inconnus, ai-je répondu calmement mais fermement. Tu as clairement montré que tu avais honte d'être avec moi, et que tu considères ma carrière comme quelque chose dont il faut s'excuser. Ça me montre exactement ce que tu penses vraiment de moi. C'est fini. Son visage a exprimé plusieurs émotions, la surprise, la colère, puis la peur en réalisant que je parlais très sérieusement. Tyler, attends, je ne le pensais pas comme ça, je voulais juste animer la conversation. Mais j'étais déjà en train de m'éloigner. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas fait de grands discours dramatiques, je l'ai juste laissé là, debout avec ses amis élégants et leur carrière professionnelle, pendant que je rentrais chez moi pour assimiler ce qui venait de se passer. J'ai conduit sans but pendant 2 heures ce soir-là, à réfléchir à la trahison complète que je venais de vivre. Cette femme que j'avais aimée et soutenue m'avait publiquement rabaissé et comparé de façon négative à un joli garçon gratte-papier qui ne saurait probablement pas installer un interrupteur même si sa vie en dépendait. Elle avait clairement fait comprendre qu'elle avait honte d'être associée à quelqu'un qui travaille de ses mains pour vivre. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pas une colère explosive, mais une colère froide et déterminée. Je lui avais tout donné, une belle maison, la stabilité financière, un soutien indéfectible pour ses objectifs et ses rêves, et en retour elle m'avait humilié devant des inconnus et montré qu'elle me considérait comme socialement inférieur. Quand je suis enfin rentré chez moi vers minuit,
Jessica était déjà là, en train de faire sa valise. Elle pleurait et essayait de s'excuser, mais je ne voulais plus entendre ses justifications. Tu vas vraiment tout jeter après 3 ans pour un seul commentaire stupide, sanglota TL de façon théâtrale. Je voulais juste m'intégrer auprès de ces gens, tu sais à quel point le réseautage est important pour ma carrière, m'a-t-elle dit. Tu m'as traité de loser sans ambition devant toute une salle remplie de monde, ai-je répondu, la voix totalement dénuée d'émotion. Cette remarque m'a montré exactement ce que tu penses de moi et de mon travail. Il n'y a rien à discuter, c'est terminé. Elle a essayé toutes les techniques de manipulation possibles, pleurant, criant, promettant de changer, menaçant même de se faire du mal si je ne revenais pas sur ma décision. Elle disait qu'elle était juste nerveuse, qu'elle avait mal formulé ses propos et qu'elle ne le pensait pas vraiment. Rien n'a fonctionné. J'avais vu son vrai visage et il n'était plus question de revenir en arrière. Très bien, elle a finalement hurlé en réalisant que je ne changerais pas d'avis. Tu sais quoi, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on est trop différents. Derek, lui, apprécie l'ambition et la réussite. Il comprend ce que ça veut dire d'avoir des objectifs au-delà du simple travail manuel pour le reste de sa vie. Alors va avec Derek, ai-je simplement répondu. Je suis sûr qu'il saura apprécier ta loyauté et ton sens moral. Elle a déménagé le lendemain. 3 ans ensemble, et il lui a fallu moins de 24 heures pour faire ses valises et quitter ma vie. Elle a emporté tout ce qu'elle avait apporté dans la relation, mais a laissé derrière elle toutes les améliorations que j'avais faites pour elle, le dressing que j'avais construit, la coiffeuse que j'avais installée dans la salle de bain, le mobilier de terrasse qu'on avait choisi ensemble. En moins d'une semaine, j'ai appris par des amis communs qu'elle sortait déjà officiellement avec Derek. Apparemment, elle lui parlait de nos problèmes de couple depuis des mois, se positionnant comme la victime d'un petit ami sans ambition qui ne comprenait pas ses besoins. Après son départ, je me suis lancé à fond dans la préparation du lancement de mon entreprise. J'ai fait une demande de licence d'entrepreneur, comparé des assurances professionnelles, commencé à tisser un réseau avec des entreprises locales susceptibles d'avoir besoin de travaux électriques. C'était terrifiant de se lancer seul après des années à travailler pour d'autres, mais c'était aussi incroyablement libérateur de pouvoir enfin poursuivre mes rêves sans avoir quelqu'un qui sapait constamment ma confiance. J'ai utilisé 38 000 $ de mes économies pour acheter un camion Ford F350 d'occasion avec peu de kilomètres, ainsi que tout l'outillage et l'équipement professionnel dont j'aurais besoin. J'ai fait imprimer des cartes de visite avec un design propre et professionnel, créé un site web simple mais efficace pour présenter mon expérience et mes qualifications, obtenu tous les permis et certifications nécessaires. Thomson Electrical Contracting était officiellement né, 6 semaines après que Jessica ait quitté ma vie. Le nom de l'entreprise était réfléchi. J'ai utilisé mon nom de famille pour établir une crédibilité et souligner qu'il s'agissait d'une entreprise familiale sérieuse, pas d'un prestataire improvisé. Je voulais que les clients sachent qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait de la fierté dans son travail et qui assumait sa réputation. La première année a été difficile financièrement, mais gratifiante d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Je faisais surtout de petits chantiers résidentiels, poser des ventilateurs de plafond, moderniser les panneaux électriques pour supporter les appareils récents, résoudre des problèmes de câblage dans de vieilles maisons. Mais je bâtissais une réputation de ponctualité, de travail de qualité dépassant les normes, et de tarifs raisonnables. Les recommandations par le bouche à oreille ont commencé à arriver régulièrement. Des clients satisfaits parlaient de moi à leurs voisins et collègues, racontant qu'ils connaissaient un électricien fiable qui nettoyait après lui et garantissait tout son travail. J'ai commencé à avoir des clients réguliers parmi les gestionnaires immobiliers et les entrepreneurs en rénovation, qui appréciaient de travailler avec quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance. À la fin de la première année, j'étais assez occupé pour embaucher mon premier employé, un jeune apprenti électricien tout juste sorti de l'école professionnelle, qui me rappelait moi au même âge. Son enthousiasme et sa volonté d'apprendre rendaient les longues journées moins solitaires. Former quelqu'un m'a aussi obligé à formuler clairement mes standards et mes méthodes. Le meilleur dans tout ça, c'était de redécouvrir ma passion sincère pour le métier d'électricien, sans la négativité constante de Jessica à propos de ma carrière. Je me suis souvenu pourquoi j'étais tombé amoureux de ce métier au départ. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans le fait de résoudre des problèmes complexes, de travailler de ses mains pour créer quelque chose de fonctionnel et durable, de construire des systèmes qui fonctionneront en toute sécurité pendant des décennies. L'année 2 a marqué le tournant que je préparais depuis longtemps. Une société locale de gestion immobilière, qui possédait plusieurs immeubles, m'a embauché pour refaire l'installation électrique complète d'un bâtiment de 32 logements qui devait être remis aux normes de sécurité actuelles. C'était un projet de 180 000 $ qui m'a occupé, moi et 3 employés, pendant 4 mois d'affilée.
Le chantier était techniquement complexe, mais professionnellement extrêmement enrichissant. Il fallait composer avec les horaires des locataires, coordonner avec les inspecteurs de la ville, et résoudre de nombreux problèmes laissés par des années de bricolage fait par les anciens propriétaires. Mais nous avons terminé dans les temps, sous le budget prévu, et en dépassant toutes les normes de sécurité. Le succès de ce projet d'envergure a conduit à d'autres contrats commerciaux importants. Presque immédiatement, j'ai commencé à recevoir des contrats pour des immeubles de bureaux nécessitant une mise à niveau de leurs systèmes électriques, des commerces de détail demandant des installations d'éclairage spécialisées, ou encore de petites usines avec des besoins complexes en alimentation électrique. J'apprenais des compétences avancées en gestion de projet, je traitais avec des inspecteurs du bâtiment et des responsables municipaux, je coordonnais les plannings avec d'autres entrepreneurs et sous-traitants. Je réinvestissais chaque dollar de bénéfice dans la croissance stratégique de l'entreprise, en achetant du matériel de diagnostic plus performant, des outils spécialisés pour les chantiers commerciaux, des véhicules supplémentaires, et surtout, en recrutant plus de salariés qualifiés. Dès la 3e année, Thomson Electrical comptait 8 électriciens à temps plein et nous gérions simultanément plusieurs projets à 6 chiffres. La croissance était régulière mais soutenue. Je travaillais 70 heures par semaine de manière routinière, je m'occupais personnellement de tous les devis et des relations clients, et je veillais à ce que chaque chantier dépasse les attentes. Ma réputation de fiabilité et de qualité s'est rapidement propagée dans la communauté régionale de la construction. Les entrepreneurs généraux ont commencé à m'appeler en premier pour leurs besoins électriques, car ils savaient que je livrais dans les délais et dans le budget. La 4e année a marqué un tournant décisif pour mon entreprise. Un important promoteur commercial m'a engagé pour réaliser tous les travaux électriques d'un nouveau centre commercial en construction. Ce contrat valait $1 200 000 et m'a obligé à embaucher 6 électriciens supplémentaires, acheter de nouveaux camions et du matériel spécialisé, et coordonner les travaux avec plusieurs autres entreprises sur une période de 18 mois. Le chantier du centre commercial était la preuve concrète que Thomson Electrical pouvait gérer des projets commerciaux majeurs. Nous avons installé de tout, des prises de courant et éclairage de base au système complexe d'alarme incendie et aux générateurs de secours. Tout a été terminé sans défaut et a passé toutes les inspections dès la première tentative. À la 5e année, je répondais avec succès à des appels d'offres publics et des projets industriels d'envergure que je n'aurais même pas imaginé au début. L'entreprise comptait alors 18 salariés qualifiés et générait un chiffre d'affaires annuel de $2 800 000. Mon revenu personnel cette année-là était de $340 000, soit plus de 10 fois le montant que Jessica avait autrefois méprisé en qualifiant cela de simple travail de chantier. Ce succès financier m'a permis d'investir stratégiquement dans l'immobilier. J'ai acheté 3 biens locatifs dans des quartiers en plein essor, revendu 2 maisons après rénovation grâce à mes compétences et mon réseau dans la construction, et commencé à bâtir un portefeuille diversifié qui complétait parfaitement mes revenus professionnels. L'éthique de travail et la rigueur financière que mes parents m'avaient transmise portaient leurs fruits au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est à cette époque que j'ai rencontré Sarah, lors d'un barbecue entre amis. Elle est infirmière diplômée à l'hôpital du comté, vient d'un milieu ouvrier similaire au mien, et respecte réellement ce que je fais dans la vie. Quand je lui ai parlé de mon entreprise et montré des photos de mes chantiers, elle a été sincèrement impressionnée par ce que j'avais construit, au lieu d'être gênée de sortir avec un artisan. Sarah comprenait que les métiers manuels qualifiés sont essentiels à la société et qu'ils exigent à la fois intelligence et capacité physique. Elle avait grandi entourée de travailleurs manuels et appréciait l'artisanat ainsi que les compétences en résolution de problèmes nécessaires au métier d'électricien. Avoir une partenaire qui soutenait et célébrait ma réussite au lieu de la rabaisser, c'était une révélation. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans, lors d'une belle cérémonie que j'ai entièrement financée en espèces. Elle est actuellement enceinte de notre premier enfant et m'aide activement dans l'entreprise, en gérant la comptabilité et les tâches administratives, ce qui me permet de me concentrer sur le technique et le développement. Elle a aussi d'excellentes idées pour se lancer dans les énergies renouvelables et les installations de domotique. L'année dernière, j'ai acheté une maison sur mesure construite sur un terrain de 12 hectares en périphérie. Pas un manoir tapa accent grave-l'œil destiné à impressionner, mais une maison bien conçue de 400 mètres carrés, avec tout ce que j'avais toujours voulu. Un atelier professionnel avec alimentation industrielle, un garage pour 4 véhicules et équipements, une cuisine extérieure pour recevoir, un système de panneaux solaires que j'ai conçu et installé moi-même. L'ensemble de la propriété a coûté $920 000, et j'ai payé comptant, car je ne crois pas en l'endettement pour des choses que je ne peux pas me permettre. Cette maison représente tout ce pourquoi j'ai travaillé, une construction de qualité, une conception réfléchie, et la liberté financière de vivre exactement comme je le souhaite, sans compromis sur mes valeurs. Le mois dernier,
je me trouvais à l'entrepôt de matériel électrique pour récupérer des fournitures destinées à un grand chantier de rénovation d'hôpital, quand quelqu'un a crié mon prénom depuis l'autre côté du parking. Je me suis retourné, et c'était Jessica. Elle avait l'air méconnaissable comparée à la femme obsédée par son image dont je me souvenais. Elle avait pris au moins 25 kilos et ne semblait pas s'être occupée d'elle depuis longtemps. Ses cheveux étaient gras, attachés à la va-vite en queue de cheval, ses vêtements avaient l'air de venir d'un magasin à bas prix, et elle conduisait une vieille berline en piteux état qui ne semblait même pas en état de rouler. L'apparence soignée et la femme déterminée qui m'avait quitté pour un homme plus ambitieux avaient complètement disparu. « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est toi », a-t-elle lancé, toute souriante, amicale et excitée, comme si on était de vieux amis, et non pas des ex qui n'avaient pas échangé un mot depuis 7 ans. J'ai été poli mais clairement distant, je lui ai simplement dit bonjour, puis j'ai continué à charger les matériaux dans mon camion. « Attends, c'est ton camion ?» demanda-t-elle en pointant du doigt mon F350 Super Duty, équipé de tout le matériel professionnel et décoré avec les logos de mon entreprise. « Waouh, les affaires doivent vraiment bien marcher, regarde-moi tout cet équipement. » Elle a ensuite enchaîné avec des banalités évidentes, posant des questions sur mon travail, complimentant le camion et les outils, faisant semblant d'être impressionnée par mon succès manifeste. C'était pathétique de la voir essayer de recréer un lien, comme si rien ne s'était passé. Finalement, elle est arrivée à la vraie raison de sa démarche. « En fait Tyler, je suis vraiment contente de t'avoir croisé aujourd'hui. Je traverse une période difficile en ce moment et j'aurais vraiment besoin de conseils de la part de quelqu'un qui, visiblement, réussit très bien dans les affaires. » C'est là que toute l'histoire de sa descente aux enfers est sortie, en détail douloureux. Derek, le fameux assistant juridique ambitieux, n'a jamais intégré une école de droit comme il l'avait promis. Il vivait bien au-dessus de ses moyens, finançant tout son style de vie avec des cartes de crédit et des prêts personnels. La BMW a été saisie 6 mois après que Jessica ait emménagé avec lui. Le prétendu portefeuille d'investissement était en réalité composé de dettes qu'il lui avait cachées. Et la fameuse maison à la montagne de ses parents était en fait un bien en multipropriété qu'il ne pouvait plus se permettre. Pire encore que les mensonges financiers, Derek lui avait caché qu'il était marié et père de 2 jeunes enfants. Il menait une double vie totale dont Jessica ne savait rien. Elle l'a découvert quand sa femme a appelé son lieu de travail pour le retrouver, après qu'il ait cessé de rentrer à la maison. Toute la relation a explosé de manière spectaculaire, une fois la vérité révélée, et Derek a disparu pour fuir à la fois ses créanciers et ses responsabilités familiales. Après que Derek l'ait abandonné, Jessica a enchaîné les relations avec plusieurs hommes au fil des années, sans jamais retrouver la sécurité financière qu'elle recherchait. Elle n'est jamais retournée à l'école pour améliorer ses qualifications, n'a jamais développé de compétences utiles au-delà de simples tâches de bureau, et a essentiellement passé ses années 20 et le début de sa trentaine à chercher quelqu'un pour la prendre en charge, au lieu de bâtir une carrière indépendante. Le cabinet d'avocats l'a licenciée après le scandale avec Derek, car cela créait un climat inconfortable. Elle avait coupé les ponts avec la plupart de ses amis à cause de l'isolement imposé par Derek, et sa situation familiale s'était dégradée après la mort de ses 2 parents en l'espace de 2 ans, sa mère emportée par un cancer, son père par une crise cardiaque. Ils ne lui ont laissé que des dettes médicales et des frais d'obsèques. Aujourd'hui, elle a 30 ans, elle est célibataire, vit dans un petit studio exigu dans un quartier difficile, travaille dans un centre d'appel en service client pour 28 000 $ par an. Elle n'a aucune épargne, une dette énorme sur ses cartes de crédit à force d'avoir voulu maintenir le style de vie de Derek, et aucune perspective d'évolution, car elle n'a jamais investi dans le développement de vraies compétences. « Je sais que c'est gênant de te demander ça, dit-elle, la voix tremblante, désespérée, mais je me demandais si ton entreprise avait des postes disponibles, même juste un poste au bureau, ou pour répondre au téléphone. Je suis très à l'aise avec les gens et j'apprends vite. J'ai vraiment besoin d'un coup de pouce en ce moment. » J'ai failli éclater de rire. Cette femme qui m'avait traité de loser sans ambition me suppliait maintenant de l'embaucher dans l'entreprise qu'elle avait toujours jugée insignifiante. Je regardais Jessica, debout là dans ses vêtements bon marché mal ajustés, à côté de mon camion de 85 000 $ chargé de matériel haut de gamme, en train de quémander une miette à l'homme qu'elle avait publiquement humilié 7 ans plus tôt. L'homme qu'elle disait sans ambition. Le simple ouvrier du bâtiment qui, apparemment, n'était pas assez bien pour son cercle social sophistiqué. « Jessica, » ai-je dit calmement, en gardant un ton neutre, « j'apprécie que tu m'aies contacté, mais je ne pense pas qu'il serait approprié que nous travaillions ensemble, compte tenu de notre histoire compliquée. » Son visage s'est immédiatement assombri et j'ai vu la panique l'envahir. « S'il te plaît Tyler, j'ai vraiment besoin de cette opportunité. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles à l'époque, mais j'étais jeune, immature,
et stupide. Je vois maintenant à quel point j'avais tort sur toute la ligne. Tu m'as traité d'ouvrier sans valeur et sans ambition, devant une salle pleine de gens, lui ai-je rappelé factuellement. Tu disais que je n'étais qu'un simple travailleur manuel, comme si c'était quelque chose de honteux. Tu m'as quitté pour un gars en costume, qui s'est avéré être un escroc complet menant une double vie. Elle s'est mise à pleurer là, sur le parking, complètement effondrée. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais j'ai tiré des leçons de mes erreurs, dans la douleur. Je comprends maintenant que tu étais le bon gars depuis le début, que tu construisais quelque chose de réel et de durable pendant que moi je courais après des illusions et des symboles de statut. Où est Derek aujourd'hui ? Ai-je demandé avec une curiosité sincère. Je ne sais pas, sanglota TL. Après que tout ait éclaté à propos de sa femme et de ses dettes, il a complètement disparu. Quelqu'un m'a dit qu'il était retourné vivre chez ses parents, quelque part dans l'Ohio, pour échapper aux créanciers et aux avocats de son ex-femme. Et toi, exactement, qu'as-tu construit durant ces 7 dernières années ? Pendant que je prétendais soi-disant gaspiller ma vie dans la construction, elle n'a pas pu répondre, parce que nous savions tous les deux la vérité. Pendant que je bâtissais une entreprise valant plusieurs millions à partir de rien, en créant une vraie richesse et une stabilité concrète, elle passait de relation en relation, à la recherche de quelqu'un qui financerait son style de vie, sans jamais y contribuer elle-même de façon significative. Je suis désolé Jessica, mais je n'ai actuellement aucun poste disponible, et même si j'en avais, je n'embauche que des personnes qui comprennent et respectent la valeur du travail qualifié et honnête, des gens qui ne méprisent pas les métiers manuels, ou qui ne pensent pas que c'est un travail inférieur. J'ai commencé à marcher vers l'entrée de l'entrepôt pour terminer mes achats, mais je me suis retourné pour une dernière remarque que j'attendais de dire depuis 7 ans. Ah et Jessica, cet ouvrier sans valeur et sans ambition vient d'acheter une maison sur mesure qui vaut plus que ce que tu gagneras en 30 ans. Ma femme attend notre premier enfant et nous possédons une entreprise qui emploie 18 travailleurs qualifiés et leurs familles. J'espère que le MBA et les ambitions professionnelles de Derek ont porté leurs fruits. Elle s'effondrait totalement à ce moment-là, sanglotant de manière incontrôlable sur le parking. Mais moi, je ne ressentais absolument rien. Ni pitié, ni satisfaction, juste une totale indifférence. Je suis entré dans l'entrepôt, j'ai acheté mes matériaux, tout chargé dans mon camion et je suis reparti sans me retourner une seule fois. 2 semaines plus tard, elle s'est présentée à mon bureau au centre-ville. Ma réceptionniste m'a dit qu'une femme voulait me voir pour un poste potentiel, mais j'ai immédiatement donné l'instruction de faire appel à la sécurité pour l'escorter hors du bâtiment, sans même lui accorder une entrevue. Ce jour-là, Jessica a appelé le bureau 11 fois et envoyé plusieurs courriels désespérés, suppliant d'avoir juste 5 minutes pour m'expliquer sa situation et me présenter ses excuses comme il se doit. J'ai finalement répondu par un seul courriel professionnel. La réponse est non. Ne me contactez plus jamais, ni moi ni mon entreprise. Toute tentative de contact supplémentaire sera considérée comme du harcèlement. Il y a quelques jours, j'ai appris par d'anciens amis communs qu'elle avait dû aller vivre chez une tante âgée, parce qu'elle n'arrivait même plus à payer le loyer d'un studio. Apparemment, elle raconte à tout le monde que j'ai détruit sa vie en refusant de l'aider quand elle était au plus mal, oubliant bien sûr que c'est elle qui a détruit notre relation en m'humiliant publiquement.